pouvoir être repris de zéro. Voilà. Vous avez ensuite la carte, et donc je n'y arrête pas parce que nous allons y revenir de ces aménagements. Vous voyez qu'ils n'ont pas tous été réalisés par rapport à ceux qui avaient été un temps envisagés. On pourra revenir ensemble sur les réseaux, et puis sur les pistes que nous proposons d'aménager par la suite dans un deuxième temps. Enfin, vous voyez là la carte du réseau Île-de-France. Bien sûr, nous sommes engagés et nous pensons qu'il est très important d'inscrire aussi ce travail dans un contexte plus large, qui est de la continuité du réseau à l'échelle régionale ou à l'échelle métropolitaine. De ce les premières villes à inaugurer une petite portion sur la ligne Gabriel-Péry de Marchesny, du futur RER VA de la région de France. Quand vous voyez ici une photo qui a été inaugurée en juillet, et vous trouverez, je crois, si vous cherchez sur Internet, quelques articles de presse qui rendent compte de cet aménagement. Voilà, je vais à présent laisser la parole à Mehdi Ségé qui va revenir sur les moyens qui ont été déployés pour mettre en œuvre ces aménagements. Je vous remercie de ronger encore un tout petit peu votre frein et on arrivera bientôt à un premier moment d'échange à l'issue de la présentation de ce contexte. Et dans quelques instants également, Loline Bertin, je la remercie pour cela, nous fera une expression sur la question de la protection de nos aménagements, la question de la sécurité routière, qui sont des enjeux aussi importants sur lesquels nous sommes évidemment mobilisés. Je vous remercie. Bonsoir, merci Olivier de me passer la main et du coup vous pourrez couper les micros des personnes qui n'interviennent pas puisque vous êtes administrateur de la réunion et beaucoup de gens s'en inquiétaient. Alors pour la mise en œuvre de ces aménagements, il s'agissait de faire simple, rapide et léger et c'est pourquoi donc, il y a eu ce choix d'aménagement que vous avez tous vu sur les routes de Montreuil, donc je ne vais pas les décrire ici, mais l'objectif est d'être capable de revenir en arrière au besoin puisque nous ne pouvions pas concerter, donc il fallait être capable de corriger le tir s'il y avait des erreurs d'aménagement. C'est pour ça qu'on n'a pas vu d'aménagement comme ce qui a pu être fait sur des pistes cyclables définitives avec des bordures qui sont gravées dans le sol, etc. Tout cela est réversible et c'est l'objectif de cet échange aussi, c'est de pouvoir corriger ce qui est nécessaire. Donc concrètement, ça a donné ça, avec les balises de séparation qui ont été posées sur le long des aménagements, une signalisation au sol avec un choix de peinture blanche plutôt que la peinture jaune, parce que si jamais les aménagements devaient durer dans le futur, si jamais il était décidé qu'en l'état, c'était satisfaisant pour une durée plus ou moins longue, eh bien l'avantage, c'est qu'on n'allait pas à revenir dessus si c'était du jaune pour le remplacer par du blanc. Et que si par contre il fallait modifier, que ce soit du jaune ou du blanc, ça pouvait se corriger. Donc ce choix a été mis en œuvre. Et puis ensuite, vous voyez ici un détail qui est l'aménagement de plateformes pour les bus, qui permettent aux personnes handicapées d'accéder dans le bus en tout confort et également d'éviter au bus d'avoir à couper la piste cyclable pour se mettre à quai et donc à se mettre en danger, mais aussi à permettre une continuité de circulation pour les cyclistes qui doivent laisser la priorité aux piétons, mais qui par contre ne sont pas exposés à l'accident avec l'insertion dans la circulation générale. En termes d'impact sur le trafic, eh bien, on a eu une fréquentation qui s'est avérée très forte des cyclistes, qui par rapport au premier comptage qu'on avait en 2018 sont passés sur un mois en septembre, qui est le mois traditionnellement où il y a plus de trafic, de un peu moins de 40 000 cyclistes à 100 000 passages sur le compteur de la Croix de Chabot. Vous m'entendez là? Cette augmentation, vous m'entendez là? Oui, Olivier, je crois que vous n'avez pas encore coupé tous les micros. Non, c'est Sylvain. C'est Sylvain. Moi, je voudrais qu'on compare ce qui est comparable. Vous aurez aussi après, tout le monde aura un temps après pour pouvoir intervenir si nécessaire. Je finis juste cet échange. Donc, il y a eu le trafic sur les compteurs vélos qui ont été enregistrés, mais il y a également eu un comptage sur le trafic des véhicules motorisés. Et ce qui est intéressant, c'est que les comptages, on les a fait en septembre. Et là, vous voyez sur cet extrait d'un indicateur que le trafic motorisé en Île-de-France en septembre est resté très similaire à celui qui était observé en 2019. On a eu bien entendu, je vais le décrire un peu sur ces courbes qu'on voit ici, en foncé on a le trafic de 2020, et puis en clair on voit celui de 2019 en fantôme, et on voit bien ici l'impact du confinement par exemple en avril ou en mai. Et par contre, on le voit revenir encore en novembre ou décembre, mais par contre en septembre, on était dans un niveau qui était comparable à ce qui était observé lors des années précédentes. Et donc les indicateurs sont suffisamment fiables pour vous donner des informations sur l'évolution du trafic motorisé. Et sur l'ensemble des axes qui ont été étudiés, évalués pour
ces aménagements, on observe par rapport au relevé de trafic qui était antérieur au confinement, une baisse partout, alors qu'il n'est pas du même volume, ça dépend bien sûr des axes, mais on va avoir une baisse très forte sur des avenues, notamment qui ont eu une capacité routière fortement abaissée, comme celle de Résistance ou de Gabriel-Péri. Mais ce qui est intéressant, c'est que des endroits où on n'a pas touché à la capacité routière, comme le boulevard Briand ici, où on est resté sur une voie dans chaque sens, ou même la rue de Paris où il n'y a eu aucun aménagement, le trafic a également baissé. Et ça, c'est évidemment très positif, puisque cette baisse de trafic global, c'est aussi beaucoup moins de nuisances globales que subissent les habitants de la ville, beaucoup moins d'exposition aussi à l'accident, comme le génère en général un trafic motorisé important. On a eu aussi dans l'accompagnement des aménagements qui étaient autour de Montreuil, une réponse positive de Paris à nos demandes de résorber un vrai point noir qui est pour la sécurité cycliste la porte de Montreuil, un anneau que tout le monde connaît ici, et où Paris a mis en œuvre cet aménagement qui permet d'apporter une sécurité aussi dans cette traversée, dans la connexion de Montreuil avec Paris, qui est, je ne vous apprends rien, le principal bassin d'emploi de Montreuil. Et donc, il est important d'apporter cette sécurité dans les rapports domicile-travail pour favoriser ceux qui le souhaitent dans une bascule vers un déplacement à vélo. Et puis, Olivier Stern l'a évoqué, il y a eu aussi un accompagnement de beaucoup d'associations qui sont impliquées dans ce sujet, à la fois avec Paris-Ancel et l'entreprise Riley qui ont mené des actions de réparation dans certains quartiers de Montreuil, au Cyclo qui a fait de même aussi avec des ateliers itinérants, mais également avec la mise à disposition par la ville de Montreuil d'un local près de l'église qui était inoccupé et qui a pu accueillir du coup des ateliers de réparation solidaire où les personnes apprenaient à entretenir leur propre vélo, puisque en Ile-de-France, nous avons actuellement en statistique un vélo par ménage. Mais ces vélos, en général, ne roulaient pas puisque les gens avaient souvent peur de les utiliser. Les sortir de la cave supposait qu'ils soient de nouveau en état de rouler. D'où l'importance de ce soutien associatif pour expliquer aux gens comment faire, à peu de frais finalement, pour remettre en service un vélo qui leur permet de se déplacer au quotidien. Et puis enfin, il y a bien entendu la question de l'apprentissage du vélo, qui est, on a la chance à Montreuil d'avoir cette vélo-école qui est la plus grande de France, et qui permet à de nombreux adultes d'apprendre à se déplacer à vélo, ceux qui n'ont pas eu la chance de l'apprendre auparavant, et qui permet notamment à des femmes, grâce au vélo, d'apprendre l'autonomie que le vélo leur apporte, pour tous ceux qui ne possèdent pas de voiture ou qui n'ont pas la possibilité de se déplacer facilement en transport en commun. Donc ça, ça a été vraiment un appui très fort. Ensuite, il y a aussi le sujet de l'entretien de ces pistes cyclables. Comme tout aménagement qui est réalisé, même s'il est transitoire, il y a des actions qui doivent être menées pour permettre que ça soit entretenu sur le long terme, on va dire. Et il a été notamment relevé par nos collègues de la propreté la difficulté de pouvoir rentrer dans les pistes cyclables avec les engins de nettoyage, de balayage, parce que nous devions protéger ces pistes cyclables des risques d'intrusion. Donc, pour répondre à ce besoin d'entretien, aussi pour permettre l'élagage des arbres, eh bien, les balises qui se trouvaient dans l'axe des pistes cyclables avaient dû être retirées et on nous a fait remonter, nous avons constaté aussi des comportements qui posaient quelques difficultés. Du coup, Madame Bertin, l'adjointe à la tranquillité publique, est avec nous aussi pour en parler. Et je vous laisse la parole, Louise. Merci beaucoup Mehdi, bonsoir à toutes et tous. Donc Louise Bertin, je suis en charge de la tranquillité publique et en effet je voulais dire un petit mot sur la sécurisation des pistes puisque c'est un des sujets importants dans le cadre de ces derniers mois, puisqu'en effet, on voit qu'on a une culture du respect des aménagements qui reste à conquérir. D'ailleurs, vous avez été nombreux dans la conversation, je suivais un petit peu à souligner qu'on avait des stationnements dangereux ou des incivilités routières qui rendaient l'emprunt de ces aménagements dangereuses. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu prendre évidemment à bras le corps avec mon collègue Olivier Stern et puis l'ensemble des services de la ville. On a mis en place un certain nombre de temps de travail dédiés à cette question pour améliorer les modalités du respect des aménagements cyclables. On a voulu travailler en collaboration avec les différents secteurs sur la sécurisation d'un certain nombre de points durs, notamment la proximité des garages qui portent souvent des problématiques spécifiques. Et puis on renforce également nos capacités d'action, si on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On renforce nos capacités d'action aussi, y compris sur le volet répressif. Concrètement, ça veut dire des verbalisations qui sont systématisées lorsque les pistes cyclables sont empruntées, soit pour du stationnement, soit pour de la circulation, puisque malheureusement, on a pu constater des deux roues, voire des véhicules qui empruntaient les pistes cyclables. Cette verbalisation, elle est systématisée via les patrouilles pédestres, mais il y a aussi la vidéo-verbalisation
que l'on déploie sur la ville. On a voulu augmenter nos capacités pour ces verbalisations, puisqu'on recrute actuellement des ASVP et des policiers municipaux, avec un objectif de doubler les effectifs de la police municipale dès cette année 2021. Et enfin, on souhaite également créer dans les mois qui viennent une brigade vélo pour la police municipale, pour que les ASVP et les policiers municipaux puissent aussi se déplacer à vélo sur les et contribuer ainsi à leur sécurité. Voilà, donc en quelques mots, les différentes mesures que l'on met en œuvre pour continuer de sécuriser ces aménagements. On est conscient qu'il y a des points à effectuer et c'est l'objet de ces développements. Et puis un petit mot aussi sur la sécurité des piétons, puisqu'on a pu également nous remonter des situations dangereuses par la circulation des vélos. C'est aussi l'occasion pour nous de faire de la prévention et d'inciter tout le monde à respecter les différentes mobilités sur l'espace public et d'être également prudent lorsque des piétons traversent les pistes cyclables, etc. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus longue, je peux prendre la parole, Olivier ou Mehdi. Oui, Olivier ou moi-même, effectivement. On est maintenant on a fini avec les explications sur le contexte en général. On va rentrer sur les différentes pistes cyclables pour aborder les détails de ces aménagements, les détails des bilans qu'on en tire aussi, en discuter avec chacun d'entre vous. Mais peut-être sur ces éléments de contexte généraux qui ont été évoqués, avez-vous des remarques à faire? Et si c'est le cas, peut-être que je vais laisser la parole à Priscilla si elle a pu relever dans les différentes interventions sur le chat. Des remarques déjà qui méritent qu'on apporte quelques réponses. Oui, tout à fait. Alors, du coup, il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi avoir fait des aménagements cyclables sur les grands axes et à la place ne pas avoir privilégié des itinéraires vélos dans les petites rues. C'est une question qui est revenue très souvent. Oui, effectivement, on l'a aussi vu dans certains courriers, c'est une question légitime. On pourrait imaginer qu'à chaque fois on trouve à côté d'un axe principal un itinéraire bis qui permettrait de faire cet aménagement. Alors cet itinéraire bis supposerait du coup que si on veut y apporter tout le confort qu'offrent les pistes cyclables actuelles et leur sécurité, eh bien qu'on supprime peut-être le trafic, même la circulation complète motorisée ou tout le stationnement dans ces rues. Ce ne sont pas non plus des choses aussi faciles qu'on pourrait l'imaginer dans l'absolu. Et puis il y a quand même aussi la réalité qui est que ces grands axes comme l'avenue Gabriel Péry, ici on voit l'avenue Paul-Vaillant-Couturier et Briand plus loin. Ce sont aussi des axes qui sont avec des circulations qui préexistaient déjà de cyclistes et qui elles aussi méritaient d'être mises en sécurité. Bon nombre de personnes ne se déplacent pas à vélo parce qu'elles ont peur de se déplacer, parce qu'il n'y a pas d'aménagement cyclable. Et le fait de mettre ces aménagements sur les grands axes leur apporte cette sécurité, leur permet de faire aussi un trajet direct. Et vous savez qu'en vélo, tout déplacement suppose un effort physique, et d'où l'importance d'avoir le trajet le plus direct possible. Ce n'est pas le cas lorsqu'on se déplace de façon motorisée, d'où la nécessité, que ce soit Montreuil-Comagueur, de faire ces aménagements sur les grands axes. Et c'est pour ça qu'on a constaté aussi sur les départementales, nationales et les grandes avenues de Paris que ces pistes ont émergé, parce que c'est là que l'enjeu premier se trouve. Priscilla, tu avais d'autres remarques peut-être? Oui, une remarque également qui est revenue, dont plusieurs commentaires, Isabelle Trigot, pour évoquer le coût et financement de ces opérations. Bonsoir Mme Trigot. Ces pistes cyclables ont coûté dans leur globalité 1,1 million d'euros, ce qui est une somme importante, mais effectivement vous pointez aussi le fait qu'il y a des financements. On se trouve avec des pistes cyclables qui ont été cofinancées par la région et par l'État. Dans des volumes importants, notamment par le fait qu'on se trouve sur certaines pistes sur des axes majeurs pour la région. Et donc on se trouve avec des financements qui tournent autour de 60-70%. Il y a encore aujourd'hui des financements qui doivent venir de différents partenaires qui sont encore en cours d'ajustage. Et surtout, il faut mettre ça à l'échelle des linéaires qui ont été aménagés, qui sont très importants et qui coûteraient beaucoup plus cher dans un aménagement beaucoup plus classique. Donc là, on se trouve dans une dépense qui est dans l'efficience, avec une dépense sur le minimum. Priscilla, j'ai l'impression que tu voulais dire quelque chose. Non, c'est juste que si tout le monde pouvait couper son micro, ce serait super. Comme plusieurs personnes rentrent actuellement dans la réunion Zoom, c'est un peu compliqué de gérer ça. On a plusieurs demandes de prise de parole. Donc, je vais donner la parole tout d'abord à Madame
Christian réactive la caméra et le son. Vous m'entendez? Oui, merci. Est-ce que Bonsoir. vous m'entendez? Tout Bonsoir. à fait. Ma question, elle est... Bonsoir. Ma question, elle est de savoir aujourd'hui quels sont les objectifs en termes de sécurisation sur les zones piétonnes, enfin des zones en fait cyclables, notamment sur le boulevard Chanzy que je connais, et de savoir aujourd'hui en termes de verbalisation quels étaient les chiffres de l'année dernière et quels sont les objectifs de l'année prochaine. Deuxième élément en termes de zones accidentogènes, c'est de savoir aujourd'hui quel est l'objectif que vous visez aujourd'hui pour réduire le nombre d'accidents liés en fait à ces pistes cyclables. Et troisième élément, c'est de savoir par rapport à Mme Bertin, ce qu'elle a exprimé sur la création de brigades vélo, en termes de temps, quelle est la date butoir pour la création de cette brigade? Donc j'ai 3 questions. Merci d'avoir été concis, c'est très appréciable. Et peut-être, Madame Bertin, vous avez la parole sur ces questions? Oui, sur la verbalisation, là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, encore moins en prévision pour l'année prochaine, puisque par définition, c'est assez dur à prévoir le nombre de verbalisations. En revanche, j'ai vu qu'il y avait des questions qui se posaient dans la conversation, y compris sur la question de l'open data, sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille avec Olivier Stern sur le fait de mettre en open data les données sur la verbalisation, que ce soit la verbalisation en zone réglementée ou le reste. Donc ça, j'espère que ça pourra être disponible rapidement. Sur la date sur la brigade vélo, j'espère qu'elle pourra être en fonctionnement au printemps ou à l'été. En tout cas, aujourd'hui, tout est en cours de cadrage et il reste juste, pour être très concrète, à acheter les vélos. Donc, on est en train de regarder par quel marché, etc. On va pouvoir le faire. Mais voilà, tout ça est maintenant de la mécanique, je dirais, interne et j'espère que ça verra dès que le bon temps sera là. Et pour le troisième élément, lié en fait aux zones accidentogènes, de savoir les chiffres actuels du nombre d'accidents et quel est l'objectif que vous fixez aujourd'hui en termes d'invisibilité pour réduire ce nombre d'accidents. Vas-y. Oui, peut-être là-dessus, je peux vous dire que en tant que ville, nous n'avons pas d'indicateurs sur le suivi de l'accidentalité. Ce sont des éléments qui nous viennent de la préfecture. Et nous avons un changement au sein de la préfecture qui nous permet aujourd'hui d'avoir des éléments qui vont, pour l'instant, qui ne sont pas encore automatiques et systématiques, mais qui sont en train de venir. Donc, on n'a pas encore d'éléments aussi soutenus pour le suivi de l'accidentalité que sur d'autres thématiques. Mais clairement, ça fait partie des outils que l'on veut développer pour être plus fort sur l'intervention, sur les points noirs qui sont constatés, que sur ces axes, mais aussi sur l'ensemble de la ville. Sur ces chiffres, je peux vous les fournir. Vous n'avez aucun chiffre, mais sur lequel vous souhaitez... Alors, attendez, pardonnez-moi, je vais faire un petit point d'ordre. On a 200 personnes. On va essayer, c'est difficile, parfois on aimerait bien pouvoir poursuivre l'échange et on n'a pas pu dire tout ce qu'on voulait, d'aller au bout, mais de poser une question unique. Il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Et puis on a un rythme un peu soutenu si on veut passer en revue les aménagements. Donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas pu intervenir dans cette brique-là, vous interviendrez peut-être à la prochaine. Ce que je nous propose je fais aussi un peu de mettre du temps et désolé pour cela, c'est de prendre encore 2 interventions courtes et ensuite on passe à la présentation du premier axe. Celles et ceux qui ont levé la main et qui n'ont pas pu intervenir, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres occasions plus tard dans la discussion de prendre vos interventions. Donc je laisse Priscilla nous dire qui est la personne suivante. Ouais, alors la personne suivante, donc Genia Golendorf, j'active. Bonsoir. Je voulais juste faire part d'une expérience qui m'est arrivée dernièrement, mais qui est, je pense, assez significative. J'ai dû, jeudi dernier, faire appel au SAMU pour un problème cardiaque. Et donc, l'ambulance m'a amené, j'habite le quartier Paul Signac. L'ambulance a dû m'amener jusqu'à l'hôpital André Grégoire, qui est à quelques minutes de chez moi. Et je peux vous dire que les ambulanciers et les pompiers sont fous furieux des pistes cyclables, parce qu'ils m'ont dit qu'en moyenne, ils mettaient entre 4 et 7 minutes de plus pour arriver aux urgences. Et que 4 ou 7 minutes, quand on fait un AVC ou quand un pompier doit libérer quelqu'un qui est pris dans un incendie, c'est vital. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. C'est effectivement une préoccupation importante. Oui. Et nous avons eu des échanges, en tout cas avec la police, et ils n'ont pas abouti avec les pompiers, sur le fait qu'ils empruntent les pistes cyclables, une fois dégagées ce qu'on voit, c'est une ancienne photo ici sous nos yeux, les potelets qu'on voit au milieu de la piste cyclable qui sont destinés à empêcher les véhicules qui n'ont rien à y faire d'y rentrer.
pour permettre aux véhicules de secours d'y circuler, en même temps qu'on permet aussi aux véhicules d'entretien d'y aller. L'intérêt pour eux, du coup, de profiter de ces pistes cyclables pour circuler en dehors de la circulation et du coup de ne pas être bloqué, puisqu'un cycliste peut se mettre de côté, contrairement à un automobiliste qui est bloqué par le volume de son véhicule. Ça sera opérationnel quand? C'est déjà opérationnel aujourd'hui pour la police, et effectivement il faut qu'on voit avec la police, les pompiers pour qu'ils intègrent bien dans leur tablette qu'ils peuvent rouler dans les pistes cyclables, dans les endroits où la largeur le permet. Il y a des endroits où hélas on n'a pas la place pour faire une piste aussi large que sur d'autres sites de Montreuil. Je me permets, Mehdi, si je peux apporter un tout petit complément sur la desserte de l'hôpital, puisque, comme vous le savez, le boulevard Boissière, c'est un des axes qui dessert l'hôpital et qui souffre d'un certain nombre de problématiques de mésusage d'un point de vue routier, puisqu'on a beaucoup de stationnements en double fil, beaucoup de stationnements sur les trottoirs, etc. Et donc, c'est un axe qu'on va placer sous vidéo de protection au cours de l'année 2021. Là, les travaux vont débuter. Ça devrait être effectif d'ici la rentrée de septembre. Et je pense que ça devrait nous permettre de beaucoup gagner en fluidité sur cet axe, à l'image de ce qui a été fait sur la route Paris, grâce à la vidéo-verbalisation, et qui concourra, évidemment, c'est pas la seule réponse en complément de ce qui vient d'être présenté par Mehdi, concourra à améliorer la situation sur ce boulevard et donc aux abords de l'hôpital. Et à la fois le personnel hospitalier, les pompiers et la police sont assez en attente de cette évolution. Très bien. Merci. On va poursuivre, sachant qu'on va de toute façon aller après sur chaque piste cyclable. Et justement, puisqu'on parlait de Madame vous êtes de Signac et du coup de l'avenue Paul-Émile Couturier et de l'avenue Racine Briand. Donc c'est un des axes qui a été aménagé en 2020 et où il y avait déjà plusieurs choses dans les bagages, je dirais, puisque le département était déjà en train de réfléchir à une façon d'aménager le boulevard dans le futur. Les plans ne sont pas encore faits et ce qui a été fait ne correspond pas aux aménagements définitifs, donc ça pourra sans doute bouger dans le futur pour aller vers quelque chose qui réponde de façon plus globale aux besoins de cet axe. Mais c'était un axe qui était prioritaire car il permettait d'une part de relier facilement le haut et le bas Montreuil sur une pente qui est plutôt douce, mais aussi d'apporter une desserte de l'hôpital qui, comme vous le savez, comme vous l'avez entendu, était un des objectifs principaux de ces aménagements, permettre notamment aux personnels soignants d'accéder à l'hôpital sans être obligés de prendre les transports en commun et sans devoir prendre une voiture, sachant qu'une bonne partie d'entre eux n'a pas de voiture. Donc c'était l'idée d'avoir une alternative à leur proposer. Voilà, je le disais, donc c'est la liaison douce entre le haut et le bas Montreuil. Il y avait avant des cyclistes, comme on peut le voir sur cette photo, qui n'avaient pas de protection et il y avait des demandes nombreuses qui étaient faites en ce sens. La ligne de bus, le 129 qui emprunte cet axe, est l'une des lignes les plus saturées de Montreuil et notamment affectée par ce qu'on appelle du cabotage, c'est-à-dire des petites distances qui sont faites avec quelqu'un qui va prendre le bus pour descendre par exemple à Possignac ou à Saint-Denis. Des distances qui sont plutôt courtes. Il y a des personnes qui n'ont pas le choix, mais d'autres qui sont capables de se déplacer à vélo, mais qui ne le font pas parce qu'ils ont peur, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sécurité sur cet axe. Et le fait de faire un aménagement devait permettre d'apporter une réponse à ces personnes et donc de désaturer le bus. Et puis, il y a aussi le fait que c'est dans l'autre sens, du haut vers le bas Montreuil, la connexion directe aussi vers le métro. En termes d'aménagement, donc on est passé, vous le voyez ici, dans certains endroits, de 2 voies de circulation et d'une voie de bus, converties en 2 voies de circulation toujours, une dans chaque sens, mais également à la disponibilité de l'espace pour une piste cyclable, avec ici des photos avant-après, vous vous souvenez très bien de comment c'était auparavant sur cet axe majeur de Montreuil. Et en termes de trafic, ce qui est intéressant, donc on le voyait dans la carte générale tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une baisse, on a fait des comptages en plusieurs points sur l'avenue, il y a eu une baisse constatée, comme partout ailleurs à Montreuil, de trafic. On est passé là entre 2015 et 2020 d'une baisse de 37%. Vous verrez d'ailleurs, je fais un aparté là-dessus, après je ne reviendrai plus, mais vous verrez ici que la date de la période d'avant n'est pas toujours la même. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas forcément des compteurs permanents pour le trafic motorisé. Ce sont des comptages ponctuels. Vous voyez de temps en temps des tubes en caoutchouc qui sont à travers la chaussée. Ils servent à compter les véhicules et ils ne sont pas partout tout le temps, à toute saison. On les met en fonction de certains besoins ponctuels, mais donc ça nous permet d'avoir une information sur le passé qui n'est pas forcément toujours à la même période, mais qui donne déjà un indicateur intéressant sur une période standard, sur son évolution dans le temps. Donc ici, on est passé d'un cumul de 10 000 véhicules jour sur l'avenue Racine Briand à un cumul de 6 300 véhicules jour en septembre. Le trafic des vélos, quant à lui, représente 1600 véhicules, presque 1700 en moyenne un jour
jour ouvrable sur cette avenue, ce qui veut dire que le trafic des vélos par rapport au volume global de la circulation représente quand même 20%, c'est plus que ce qu'on pensait. Et ça s'explique sans doute par le fait que c'est l'axe le plus naturel pour relier le Montreuil et que ça répondait déjà à un besoin qui était très fort. Nous avons eu des échanges avec la RATP pour avoir un retour aussi pour eux sur les différents aménagements qui ont été faits. Je vais vous décrire ici un petit peu dans le détail comment se lit ce graphique. Vous le reverrez par la suite pour d'autres axes, mais comme ça vous aurez déjà les clés de lecture. Donc vous avez ici en pointillé le temps de parcours que met le bus en fonction de l'heure de la journée pour faire la distance qui se trouve dans ce cadre rouge. Donc ici, pour la ligne 129, ça correspond au trajet depuis la mairie de Montreuil jusqu'aux arrêts de la Boissière. Donc en gros, ça correspond à tout l'axe de PVC et de Briand. Et donc pour faire ce parcours, en 2019, la référence était qu'il mettait à 7 heures du matin un temps de 7 minutes 25 secondes. D'accord ? Et puis par contre, entre 15h et 16h, il mettait 9 minutes 37 pour le faire, puisque le trafic augmentait dans la journée et le bus était ralenti par ce trafic. Et bien ensuite, il y a eu des informations données en fonction de différentes périodes que vous voyez ici en couleur. Et si je prends la dernière, qui est le dernier retour qu'on a eu de la RATP, qui est de la période de fin septembre, début octobre, eh bien on le voit en gris ici, entre 9h et 11h, alors qu'il mettait 9 minutes et 41 secondes pour faire ce trajet, il en mettait, alors on n'a pas le chiffre ici, mais on voit qu'on est autour de 11 minutes pour le faire. Donc il y a ici un écart de il y a un écart de 1 minute 20 entre le trajet habituel et le trajet classique observé sur cet axe. Donc des écarts, certes, mais qui sont plus légers que ce qu'on a pu voir sur d'autres axes de Montreuil. Concrètement, le trafic sur PVC et Briand n'a pas trop été affecté par les aménagements qui ont été faits. Et ça s'explique souvent par le fait que, en fait, Briand était déjà pour l'essentiel un axe avec une voie dans chaque sens. Ce n'est pas comme ce qu'on pourra constater sur d'autres axes où il y avait avant 2 voies dans chaque sens. Là, vous avez cette information dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens vers la mairie de Montreuil, dans le sens descendant. Et on voit qu'effectivement, on reste aux alentours des références standards sur cette ligne. Maintenant, c'est un aménagement qui est modulable, qui peut évoluer. Et on a eu beaucoup de retours déjà dès qu'ils ont été réalisés par des courriers, par des mails, par des échanges avec les personnes, qui parlent notamment de l'importance, puisque cette ligne permet de connecter le Haut-Montreuil avec le métro notamment, d'avoir une intermodalité plus forte. Donc il y a eu une augmentation de capacité de stationnement sur la station mairie de Montreuil. Il y a des demandes également d'avoir une finition sur la partie haute de l'avenue Racine-Briand et le carrefour Racine-Briand et Boissière, puisque pour l'instant il y a seulement des blocs en béton qui ont été posés, car il y avait le sentiment que cet endroit était beaucoup plus sensible aux enjeux de stationnement illicite, et donc de remplacer ces blocs de béton par des balises comme le reste de l'aménagement qu'on voit ici sur la photo. Il y avait également des échanges sur la question des places de stationnement latérales le long de la piste cyclable. Elles sont encore restées accessibles, et on le voit ici, les véhicules sont garés le long de la piste cyclable, mais les cyclistes ont fait remonter le fait que c'est une situation qui n'est pas forcément satisfaisante en termes de sécurité, avec des personnes inquiètes de faire circuler leurs enfants sur les pistes cyclables où les véhicules circulent aussi pour se garer. Et puis enfin, il y avait un cas particulier qui était celui de l'école Boissière et l'école Fabien, qui se trouve sur l'avenue Racine-Briand, un endroit où il y avait auparavant un dessin de l'espace public qui était très routier, avec ce terre-plein central, et des véhicules qui avaient tendance à rouler vite et à forcer les traversées piétonnes qui sont au milieu. En février notamment, il y a des agents de traverser les écoles